Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. François Hollande repart à la conquête de l'opinion ce soir. Une émission de 90 minutes face aux Français. Le chef de l'État aura fort à faire pour tenter de les convaincre. Au plus bas dans les sondages, peut-il encore se relancer à un an de la présidentielle? Le débat à suivre. Adoption du PNR par le Parlement européen. Après 5 ans de négociations, ce registre des passagers aériens doit permettre à l'Union européenne de mieux lutter contre le terrorisme. Un vote salué par Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur. Cet outil est-il vraiment efficace? Décryptage dans cette édition. Hausse de 2% du RSA en septembre, annonce de Manuel Valls, alors que les difficultés des départements à financer cette prestation sociale persistent et que des discussions sont toujours en cours entre le gouvernement et l'Assemblée des départements de France. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter, #Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi jusqu'à 6h30, Séveria Rojek en direct de la salle des conférences. Le multiplex, c'est tout de suite. Il aura fallu attendre 5 ans pour que le Parlement européen adopte le PNR. Ce matin, les eurodéputés ont donné leur feu vert à la mise en place de ce fichier des passagers aériens. Jérôme Rabier. C'est à une très large majorité que le Parlement européen a adopté le fameux PNR pour Passenger Name Record, un fichier qui permettra aux services de sécurité de s'échanger des données personnelles des passagers aériens. Concrètement, les polices européennes pourront y trouver l'identité et les coordonnées des passagers, les dates de voyage et des informations sur les bagages transportés. Ces données pourront être conservées pendant 5 ans et les vols charters et intra-européens seront également concernés. Manuel Valls et son ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve se sont félicités de l'adoption d'un nouvel outil pour lutter contre le terrorisme. Mais pour Pierre Laurent, président du parti de la gauche européenne, cela n'empêchera pas les attentats comme ceux commis à Paris et à Bruxelles. Ce fichier, il est censé lutter contre le terrorisme. Mais personne n'a jamais démontré qu'un fichier supplémentaire de ce type, il y en a déjà beaucoup, allait permettre de lutter contre le terrorisme. Pour obtenir une majorité au Parlement européen, les négociations ont été tendues ces dernières semaines. Une partie des eurodéputés réclamant des dispositions sur la protection des données personnelles en contrepartie. Un volet renforçant les conditions d'utilisation de ces données en matière policière et judiciaire a donc également été voté ce matin. Les États membres ont désormais 2 ans pour transcrire cette directive dans leur législation nationale. Et on va tout de suite retrouver Séveria Rojek en direct de la salle des conférences pour une première réaction à l'adoption du PNR. Séveria, vous êtes avec le sénateur socialiste Jean-Pierre Sueur. Jean-Pierre Sueur, le PNR vient donc d'être adopté ce matin par le Parlement européen. C'était une des propositions, une des mesures phares de votre rapport dans la lutte contre les filières djihadistes. Vous êtes donc, j'imagine, très satisfait aujourd'hui. Écoutez, on a beaucoup attendu, et je vous dirais même qu'on a trop attendu, parce qu'il est clair que ce fichier européen des voyageurs par avion, certains ont craint pour la liberté, et je comprends tout à fait, mais vous savez, la principale liberté, c'est de ne pas être victime d'un attentat. Donc il est apparu que c'était absolument nécessaire, nous avons beaucoup contribué à le dire, nous sommes même allés au Parlement européen, pour en parler, et c'est une excellente mesure. Il faut qu'elle se concrétise le plus vite possible. Très bien. Quelques mots maintenant sur un tout autre sujet. François Hollande sera ce soir dans une grande émission, télévisée face aux Français. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'il n'est pas trop tard aujourd'hui pour François Hollande, pour le chef de l'État, pour tenter de convaincre les Français? Pas du tout. Pas du tout? Vous savez, moi je suis très attaché à ce que l'on garde son calme et qu'on ne se laisse pas guider par les sondages. D'ailleurs, sur les sondages, il y aurait beaucoup à dire. Et je rappelle que nous avons enfin obtenu que la proposition de loi votée par le Sénat sur les sondages soit adoptée à l'Assemblée. Tout à fait, on en a longuement parlé sur cette antenne. Davantage de rigueur. Mais on ne doit pas être ballotté par les sondages. Jamais, absolument jamais, une élection présidentielle ne s'est déroulée comme c'était prévu 1 an à l'avance. 1 an à l'avance, Michel Rocard aurait été évidemment élu. Édouard Balladur aussi, etc., etc. Ça ne s'est jamais passé comme on disait que ça se passerait.
François Hollande est quelqu'un de très calme, qui sait que la politique est faite de haut et de bas, et qui se bat continuellement pour des choses très, très claires. L'emploi, faire repartir l'économie, restaurer la compétitivité des entreprises parce que c'est nécessaire pour l'emploi, et quantité de réformes qu'on finit par oublier qui ont été faites et qui sont encore en cours. Donc, ce qui a été choisi par le président de la République, François Hollande, c'est certainement pas une voie de facilité, ce n'est pas une voie démagogique, mais il a le courage de mener ces réformes avec le Premier ministre et le gouvernement. Et moi, je pense, si vous voulez, je vais vous dire très clairement, je pense qu'il sera candidat. Et je pense qu'il n'y aura pas de primaire à gauche parce qu'il y a tellement de contradictions que je vois mal comment on pourrait la faire. Et je pense que le match ne commencera que dans quelques mois et que là, vous verrez que François Hollande tiendra toute sa place parce qu'il faudra choisir. Très bien. Très rapidement, on peut donc, selon vous, encore imaginer une gauche unie à la présidentielle malgré toutes les déchirures actuelles. Vous savez, le fait présidentiel est essentiel dans notre Constitution. Moi, j'ai pensé souvent qu'il fallait réformer les législatives parce que j'aimerais plus de mobilité, plus de souplesse, que la France ne soit pas toujours coupée en deux. Mais pour la présidentielle, c'est clair. Au deuxième tour, il n'y a que 2 candidats. Et comment imaginer que la gauche ne serait pas présente au second tour? Tous les hommes et toutes les femmes de gauche et de progrès attachés aux idées progressistes feront en sorte, même s'il y a des critiques, même si tout n'est pas parfait, loin s'en faut, même s'il y a des problèmes, que la gauche soit là. Et je vous assure, je prends date, vous verrez que les choses changeront complètement. Et François Hollande a connu assez de hauts et de bas dans sa vie politique pour savoir que ce qui compte, c'est de tenir bon. Et vous verrez que ce soir, vous aurez devant vous un homme qui tient bon. Très bien. Et ce candidat pour vous sera donc François Hollande, on l'a bien compris. Merci beaucoup Je Jean-Pierre crois que c'est Sueur. logique. Merci beaucoup d'avoir Merci répondu de m'avoir en direct à nos questions. interrogé. Merci beaucoup, Saveria. Le RSA revalorisé de 2% en septembre prochain, annonce de Manuel Valls, le Premier ministre qui était en déplacement à Mantes-la-Jolie dans le cadre du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté. On l'écoute. Le RSA sera ainsi à nouveau revalorisé de 2% en septembre prochain, comme chaque année depuis 2013, pour une augmentation globale de 10% en 5 ans. Nous tenons nos engagements. Et nous répondons là à une attente très forte dans la société. C'est certainement l'émission de la dernière chance pour François Hollande ce soir. Le président de la République joue son va-tout, invité de dialogue citoyen sur France 2. Il va tenter de reconquérir les Français qui lui tournent le dos. Quentin Calmy. À la une de la presse nationale, ces titres pour résumer la situation dans laquelle se trouve François Hollande, opération survie, ou encore les Français n'y croient plus. Avant même l'interview du président de la République, le constat est sévère. On n'a jamais vu un président de la République dans pareille situation, à la fois dans une impopularité record, à la fois dans un pronostic de victoire qui est aujourd'hui historiquement bas. Là, pour une partie de la gauche et pour une partie de l'électorat, c'est comme si on avait déjà tourné la page de François Hollande. C'est donc une mission quasi impossible que s'est fixé le chef de l'État. 90 minutes face à 4 Français et 3 journalistes pour renverser cette tendance. Un des enjeux de l'émission pour François Hollande ce soir, c'est justement d'essayer de commencer à reconquérir cet électorat de gauche, cet électorat qu'il a porté à la présidence de la République et surtout à le convaincre qu'il peut encore être candidat à l'élection présidentielle. Parmi les sujets les plus épineux, le détricotage de la loi travail, le psychodrame persistant à gauche ou encore le fiasco de la réforme constitutionnelle. Des sujets qui font tanguer la majorité depuis des mois et à résoudre en 1h30. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités aujourd'hui sur ce plateau. Charlotte Chaffanjon, bonjour. Vous êtes journaliste au Point, co-auteur de ce livre Le Pari avec Bastien Bonnefou chez Plomb Actualité. Le Pari de François Hollande, un pari risqué. On va en parler bien sûr dans ce débat. Avec nous également sur ce plateau, Jérôme Sainte-Marie, bonjour. Vous êtes président de l'Institut d'études et de conseil Pollingvox. Merci d'être avec nous. Frédéric Dabi est également avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint de l'IFOP. Première question pour vous, Frédéric.
Frédéric, pas de miracle ce soir, on ne change pas l'opinion sur une simple émission. Clairement oui, on n'a jamais vu une émission aussi réussie soit-elle, inverser une tendance, changer un rapport de force, modifier une situation d'impopularité qui est, il faut le dire, et l'IFOP mesure la popularité des présidents depuis 1958, François Hollande détient un double record. C'est le président le plus impopulaire sous la Ve République à 1 an de la fin de son mandat, 17% seulement de satisfaits dans le baromètre IFOP-JD, et surtout, c'est le président qui, pour la première fois, est en décalage ou est minoritaire dans son camp. Il a une majorité de sympathisants de gauche, un sympathisant du PS sur 2 qui se déclare mécontent de François Hollande. C'est là qu'est la vraie singularité de cette fin de quinquennat. On la compare parfois, et M. Sueur en parlait par rapport à l'époque de 2011, mais même le Nicolas Sarkozy impopulaire, qui était quand même plus populaire que François Hollande, 12 points d'écart, avait quand même une majorité très nette de soutien chez les sympathisants UMP. Ce soir, c'est surtout opération début de reconquête des sympathisants de gauche. Alors ce soir, Jérôme Sainte-Marie, c'est vrai que le chef de l'État entend faire de la pédagogie pendant 90 minutes, faire à la fois le bilan des 4 années écoulées et aussi peut-être tracer des perspectives pour la dernière année de son quinquennat. Ça va être difficile, ça a été rappelé par Frédéric, quand on sait que 9 Français sur 10 rejettent son action. Oui, Frédéric Dabi l'a dit, effectivement, son vrai problème, c'est qu'il a, notamment depuis la proclamation du pacte de responsabilité, il a donné l'impression de gouverner contre les intérêts et les valeurs de ses clientèles habituelles, les clientèles habituelles de la gauche. Donc, toute son espérance aujourd'hui, dès peut-être cette émission, est d'être attaqué sur la droite. C'est pour ça qu'il est plus intéressant pour lui d'avoir effectivement une chef d'entreprise face à lui que d'avoir une syndicaliste. C'est que son intérêt est bien sûr d'être attaqué sur la droite, sur le thème vous n'êtes pas assez libéraux, alors qu'en fait, essentiellement, son problème actuellement, c'est d'être perçu par ses anciens électeurs comme étant trop libéral. C'est vrai qu'il y a un couac dans cette émission. On sait que 2 personnes ont été écartées. Alors, un agriculteur et une syndicaliste force ouvrière. Ça, c'est vrai que du coup, pour le chef de l'État, Charlotte Chaffanjon, il commence cette émission dans des conditions pas idéales vraiment pour lui ? Je pense que les conditions de cette émission pas idéales ne sont pas liées pour lui à ce couac, comme vous dites. De toute façon, il la commence dans un climat qui lui est complètement hostile. Vous en parliez tout à l'heure, non seulement les sympathisants n'ont pas une opinion favorable de François Hollande, mais ça se traduit dans les faits par, et c'est quand même la première fois que ça arrive sous la Ve République, une grande majorité des dirigeants de son parti cherchent une alternative, une candidature alternative, en demandant des primaires à gauche. Même Nicolas Sarkozy n'a jamais eu une telle contestation dans son propre camp, a demandé 1 an avant un autre candidat. Donc de toute façon, cette mini-polémique à l'échelle des Français, je pense, dans l'opinion, n'est pas du tout la question ce soir, je pense. Frédéric Dabi, ce soir, parmi les thèmes abordés, la lutte contre les terrorismes, un thème plutôt rassembleur. Et là aussi, on voit avec l'abandon de la révision constitutionnelle et la question de la déchéance de nationalité qui a profondément divisé la gauche elle-même. Là, il n'a pas su, le chef de l'État, transformer ce contexte post-attentat à son avantage. Oui, c'est vrai qu'il était sorti plutôt renforcé de la séquence attentat, élection régionale moins catastrophique pour la gauche que prévu, qui conserve 5 régions. Et puis il y a eu cette déchéance de la nationalité qui a complètement fracturé la gauche, même si une majorité relative de sympathisants de gauche y était favorable. Surtout, l'abandon, il y a maintenant 15 jours, de la réforme constitutionnelle a concrétisé le président de l'impuissance, le président de l'absence de résultats, qui ne sait pas comment y faire. Et n'oublions pas, parlons de la forme de l'émission de ce soir. On a déjà vu dans le passé des présidents dialoguer avec des Français. François Mitterrand avant le référendum de Maastricht, Jacques Chirac avec les jeunes, et ça avait été très compliqué en 2005. Ça met en avant des qualités qui sont prêtées à François Hollande en termes d'empathie, de proximité, de sensibilité aux préoccupations. Mais le risque, notamment sur cette question du terrorisme et du djihadisme, c'est de voir aussi le spectacle de l'impuissance lorsque des Français vont l'interpeller sur ses résultats. Et on risque, et on l'avait vu un petit peu lors de l'émission de novembre 2014 sur TF1, pile au mi-mandat, qui ressemble beaucoup, il faut le dire, à celle-là, un président plus commentateur que impulseur, acteur, et comme vous le disiez, traçant des perspectives pour la fin de son mandat et pour sa future candidature que les Français ne souhaitent pas, mais qu'il pronostique à une très large majorité. Jérôme Sainte-Marie, il est très attendu aussi sur la question du chômage, les questions économiques et notamment sur l'inversion qu'il a promis de la courbe du chômage. Là aussi, on sait qu'il conditionne sa candidature à cette inversion. Alors là, est-ce qu'il faut s'attendre à des mesures, de nouvelles annonces électoralistes selon vous ?
Oh, je ne crois pas. C'est-à-dire que là, si vous voulez, il n'y a pas seulement... Il y avait jusqu'à présent, si vous voulez, une crise de résultats. Ce n'est pas la chose la plus grave pour lui, dans la mesure où des sondages, peut-être d'ailleurs des sondages IFOP, je ne sais plus, eh bien, indiquaient que si jamais... pour les Français, si jamais c'était la droite, c'était les Républicains qui étaient au pouvoir, eh bien, je crois que seuls 20% à peu près de Français considéraient que la situation serait meilleure. Ce serait d'ailleurs la même chose si c'était le Front National, je crois seuls 15%. Donc, si vous voulez, en comparatif sur l'emploi, comme il y a eu à peu près le même solde de chômeurs supplémentaires sous Nicolas Sarkozy qu'aujourd'hui, en 4 ans, sous François Hollande, c'est pas le plus embêtant. Le plus embêtant, c'est les moyens qu'il a proposés pour lui, justifier en tout cas par la lutte pour l'emploi, moyens qui sont en fait dictés essentiellement par Bruxelles, pour dire les choses clairement, c'est-à-dire la réforme du Code du travail, eh bien cela, ça pose un vrai problème, parce que là, c'est toutes les valeurs historiques de la gauche qui sont menacées, et plus concrètement, d'un point de vue électoral, les gens qui avaient voté contre Sarkozy en disant c'est le président des riches, au moins la gauche va réformer, plus ou moins, mais en nous défendant prioritairement, qui se sont sentis abandonnés. Donc s'il annonce de nouvelles mesures contre l'emploi, pour l'emploi, si vous voulez, mais dans la ligne de ce qui a été fait jusqu'à présent avec la loi El Khomri, ne fera qu'aggraver, si vous voulez, le hiatus entre lui et son électorat. Charlotte Chaffanjour, il va falloir un peu tourner la page de cette dernière séquence ratée, on le disait, le remaniement, la révision constitutionnelle et la loi travail aussi, même si elle n'a pas encore été adoptée par le Parlement. Est-ce qu'il peut le faire ce soir ? Il va, plus que clore une séquence, je pense qu'il va essayer d'en ouvrir une. On est à 1 an du premier tour de la présidentielle. Effectivement, a priori, il n'y aura pas d'annonce. Il va faire le service après-vente, entre guillemets, de ce qui a déjà été annoncé sur l'emploi depuis le mois de janvier. Donc le grand plan formation, les annonces de Manuel Valls du début de semaine, 400 à 500 millions d'euros pour les jeunes, pour accompagner les jeunes dans leur recherche d'emploi. Le problème, c'est qu'effectivement, ça paraît un petit peu tard. On ne comprend pas pourquoi ils ne l'ont pas fait avant. On ne comprend pas pourquoi ils n'ont pas eu ce discours jeunesse alors que c'était la priorité plus tôt et mieux. Il va essayer de faire le service après-vente de ça, mais ça va quand même être très compliqué. On est dans une situation où les gens n'écoutent plus François Hollande. C'est ça son problème majeur, c'est qu'il n'est plus audible. Quoi qu'ils disent, finalement, il y a une espèce d'indifférence qui est presque pire que le rejet, en fait. Il y aura un message forcément à la jeunesse, on le disait, ça fait partie des thèmes de ce Je partage ce qui vient d'être dit. Il y a un retour d'indifférence, une certaine indifférence. La parole de François Hollande est relativement démonisée. C'était très vrai en 2013. Je parlais d'impopularité tranquille. C'était très vrai en 2014. Ça a un petit peu disparu pendant la période avant et après les attentats. Mais ce qui est particulièrement notable dans les enquêtes qualitatives de l'IFOP, lorsque les Français s'expriment spontanément, c'est qu'on a de nouveau un discours, c'est même tout à fait nouveau, un discours de virulence très très forte, avec des mots très durs vis-à-vis du chef de l'État, et on quitte le registre de la différence, on retrouve ce qu'on disait, ce que les Français disaient à l'égard de Nicolas Sarkozy, et tout ça, ça pose la question de l'utilité du quinquennat. Les Français nous la posent, s'interrogent spontanément, ce quinquennat a-t-il été un quinquennat utile, compte tenu de ce qu'ils perçoivent comme un bilan relativement famélique? Jérôme Sainte-Marie, c'est vrai que cette séquence va être difficile à clore. On le disait, la virulence des propos, même quand ça vient de son propre camp. Gaëtan Gors, un sénateur socialiste, lui demande carrément de se retirer de la course le plus tôt possible et de tirer les leçons de son impopularité. Oui, il y a un phénomène qui est assez intéressant dans les sondages d'intention de vote actuellement, c'est la bonne tenue de Jean-Luc Mélenchon, voire même à une certaine progression. C'est-à-dire qu'il commence à 1 an de l'élection, il est à peu près à son score, 11%, de dernier scrutin. Ce qui prouve bien que, alors que la gauche dans son ensemble se rétracte, il y a un pôle de gauche, de contestation à gauche, qui demeure assez important. Ça, sur l'aspect politique, donc ça, il doit bien surveiller ça. Or, Jean-Luc Mélenchon ne participera pas à la primaire. Donc on voit bien l'enjeu. Et si jamais, ça c'est la grande peur quand même, la peur jusqu'à présent de la gauche était d'être battue et de ne pas réussir, et même de ne pas réussir à accéder au second tour. Il y a une peur qui va, à mon avis, va s'installer progressivement, c'est le fait d'être dépassé par la gauche de la gauche, comme c'était le cas, c'est pas de la science-fiction, ça a été le cas bien sûr en Grèce, et c'est maintenant à égalité par un mouvement aussi fragile que Podemos en Espagne. Il y a donc cette poussée qui est en train de se produire à la gauche de François Hollande qui le menace directement. Ouais, c'est que la question de sa candidature sera forcément abordée ce soir, même si on n'aura pas de réponse. Et c'est vrai qu'on a vu cette semaine, encore avec Emmanuel Macron, qui a lancé la semaine dernière son mouvement En Marche, eh bien, les prétendants guettent le moindre signe autour de lui. Quelle lecture faites-vous de cette situation, Charlotte Chaffanjour ? Le cas d'Emmanuel Macron est un peu particulier. Jusqu'à preuve du contraire, Emmanuel Macron est quand même loyal à François Hollande. Il n'a rien fait contre François Hollande et on pense même que c'est plutôt l'inverse.
à ce stade, peut-être que tout ça va lui donner des idées, mais à ce stade, c'est en concertation avec François Hollande, dans un très bon état d'esprit. Et si François Hollande décide d'être candidat, Emmanuel Macron sera avec François Hollande, écrira sans doute une grande partie du programme de François Hollande. Et donc chaque cas est assez particulier et il pourra sans doute compter sur Emmanuel Macron s'il est candidat. Et François Hollande, pour l'instant, fait tout pour être candidat. Il n'y a aucun doute là-dessus. La primaire à gauche est plus qu'hypothétique. Ils sont en train de tout faire pour la tuer. Et à mon avis, ils y arriveront. Ouais. Frédéric Dabi, on se souvient, François Hollande, c'est l'ancien monsieur 3% de la primaire. Lui, est-ce qu'il y croit encore à ce rebond possible? Posez-lui la question. C'est vrai qu'il a connu quand même 2 rebonds de popularité complètement inédits sous la Ve République, où souvent une impopularité est d'une longue descente aux enfers. Il a connu la parenthèse post-janvier, celle de post-novembre. Il n'a pas capitalisé dessus. C'est vrai que je partage ce que vient de dire Jérôme Sainte-Marie. Pour l'instant, dans toutes les élections intermédiaires en France depuis 2012, excepté le cas de Grenoble, jamais la gauche de la gauche, jamais la gauche non socialiste ou la gauche radicale est passée devant le parti socialiste. Il y a le cas de Grenoble uniquement. Et les électeurs de gauche, plutôt, ne sont pas allés voter. C'est-à-dire que l'impopularité, les difficultés du gouvernement, de François Hollande, du Parti socialiste, ne se sont pas, un peu par un système de vase communicant, n'ont pas profité à une alternative de gauche. Jean-Luc Mélenchon est un candidat déclaré, connu des Français, qui est connu aussi des ressacs en termes de popularité, mais c'est peut-être également un danger pour François Hollande. En tout cas, le danger, s'il est candidat, les Français ne le souhaitent pas, mais sont quasi sûrs pour les 3/4 qu'il le sera, c'est un 21 avril bis, qui ne sera pas la surprise comme en 2002, mais qui aura été annoncé par les enquêtes d'opinion, dans les enquêtes d'opinion, 2 ans, 3 ans avant la fin de son mandat. Ouais. Jérôme Sainte-Marie, sur cette question une éventuelle de ses intentions pour 2017. Mais je crois qu'il est évident qu'il souhaite être candidat, qu'il fera tout pour l'être. Quel est son raisonnement? On se dirait, en voyant justement les sondages, encore une fois, les élections intermédiaires déjà, puis les sondages, je crois qu'il n'y a que 15% des Français qui souhaitent qu'il soit candidat, et même à gauche, une bonne partie ne souhaite pas qu'il le soit. Donc on se dirait, pourquoi y aller? Et les sondages d'intention de vote sont absolument catastrophiques. Sauf que les choses ont changé par rapport aux élections précédentes, c'est que maintenant, on a un Front National qui est entre 25 et 30%, qui gèle une bonne partie donc, de l'électorat, qui n'a pas aucune raison de baisser dans les mois qui viennent, et on a quand même un certain nombre de candidatures à gauche, mais aussi à droite. Ce qui fait qu'on pourrait très bien se retrouver avec le second, qui sera donc le second au premier tour, qui sera qualifié pour le second tour, le soit avec un score inférieur à 20%. Comme d'ailleurs, tous les candidats en 2002 avaient eu un score inférieur à 20%. Et là, on aura Marine Le Pen qui en prendra un bon morceau, puis après les autres, ça peut se faire à 15-16%. Et dans une telle configuration, si vous voulez, tout est possible. François Hollande a souvent eu de la chance, notamment par exemple à la primaire. Je crois qu'il espère encore dans sa bonne étoile. Ouais. Croit en sa bonne étoile le chef de l'État, Charlotte Chaffanz? Alors déjà, il y a 2 choses. Premièrement, lui, il est convaincu qu'il y aura des résultats. En tout cas, il le dit. Peut-être qu'il est dans la prophétie autoréalisatrice, mais il est convaincu qu'à la fin de l'année 2016, ses efforts sur l'emploi auront payé. Il est un des seuls, même dans son entourage. Mais en tout cas, lui dit, vous verrez, ça va marcher. Et puis ensuite, il observe évidemment de très près la primaire à droite. Et quoi qu'il arrive, quel que soit le sortant, si c'est Alain Juppé, il imagine une candidature souverainiste qui prenne beaucoup de points, type Dupont-Aignan. Si c'est Nicolas Sarkozy, évidemment, une candidature Bayrou. Donc, quoi qu'il arrive, il parie sur une droite divisée. Il parie, alors lui, contrairement à ce que vous dites, pense que à sa gauche, personne ne sera à même de fédérer. En tout cas, c'est comme ça qu'il l'analyse. Il pense qu'ils sont quand même... Alors, évidemment, au PS et chez les Verts, il les a quand même éclatés façon puzzle en travaillant beaucoup sur le sujet. Il y est pas mal arrivé. Il n'y a pas de leader à même d'emmener beaucoup de gens. Et Jean-Luc Mélenchon, lui, pense qu'il sera à son score habituel, traditionnel, de la gauche, mais que les gens aujourd'hui, les déçus, vont soit au Front National, et les gens de gauche, quand on regarde, Emmanuel Macron, il est quand même pas totalement impopulaire chez les sympathisants socialistes. La loi El Khomri, la déchéance, ça s'est très mal passé parce qu'ils ont très mal communiqué, parce qu'ils ont mal expliqué ce qu'ils voulaient faire, parce qu'un jour c'était oui, un jour c'était non. Mais dans le fond, les Français ne sont pas fondamentalement outrés de ce genre de la loi travail. Enfin, vous le savez mieux que moi, mais... Ils se sont opposés quand même. Frédéric Dabi. Si vous regardez les salariés, parce qu'on ne comprend plus rien. Les retraités peut-être, mais les salariés, c'est pas le cas. Les salariés, quand même, vous avez une majorité qui sont contre ce qui est proposé. Parce que c'est mal expliqué, parce que ça a été couac de com sur couac de com.
crainte parce que licenciement économique, c'était pas prêt. Mais si les choses étaient bien expliquées, je pense que les choses seraient très différentes. Justement, cette pédagogie, elle aura peut-être lieu ce soir. Frédéric Dabi, on parlait aussi d'Emmanuel Macron qui a, alors sans vraiment prononcer le mot, mais commencé à demander peut-être une sorte d'inventaire. On se souvient du droit d'inventaire avec Lionel Jospin. Est-ce que là, c'est ce soir l'occasion aussi peut-être de faire cet inventaire pour le chef de l'État? Il ne pourra pas ne pas le faire, puisque le point faible majeur de François Hollande, ce qui est au cœur de cette impopularité historique, il y a bien sûr son positionnement, une politique qui semble, pour beaucoup de sympathisants de gauche, trahir les promesses du discours du Bourget du 22 janvier 2012, mais c'est aussi, comme pour Nicolas Sarkozy, l'absence de résultats, notamment sur le chômage, sur lequel il s'est impliqué dès décembre 2012 en parlant d'inversion de la courbe. Il doit le faire parce qu'il ne pourra pas. Nicolas Sarkozy l'avait fait pendant la campagne parce qu'il incarnait fortement la fonction présidentielle. Il n'y avait pas de match sur sa capacité à être présidentiable et à avoir, et je dirais, continuer à la tête de l'État. François Hollande, il y a un tel déficit perçu en termes d'autorité, en termes de présidentiabilité, qu'il ne pourra pas ne pas parler de cet inventaire. Bien sûr, pour l'enjoliver, il y a aussi des lois qui vont bientôt passer, comme celle sur l'égalité réelle, qui est un gros signal envoyé aux sympathisants à l'électorat de gauche. Mais la question du bilan de François Hollande à la fin de son mandat, s'il est candidat comme... moi personnellement je pense que c'est complètement probable, va être un élément central de critique et de justification du camp de la majorité présidentielle. Jérôme Sainte-Marie, vous partagez cette analyse sur notamment la loi citoyenneté-égalité? Je ne suis pas aussi, comment dirais-je, positif, je le crains. D'une part, oui. D'une part, parce que ce qui est reproché à François Hollande par ses anciens électeurs, c'est plus du tout la trahison du discours du Bourget. Ça, c'était au début. Mais là, on allait bien au-delà. C'est-à-dire c'est un renversement total de valeur par rapport à l'histoire de la gauche en matière du droit du travail, notamment. C'est fondamental. Par ailleurs, la loi sur l'égalité réelle plaira certainement à des cercles militants, peut-être aux lecteurs de Libération, mais je pense que dans la gauche profonde, c'est-à-dire cette gauche de petits salariés, ceux qui votaient jusqu'à présent à Limoges, par exemple, pour la gauche et qui ont retiré leur confiance à la gauche, eh bien, tout ce petit peuple qui faisait la gauche n'est pas spécialement intéressé par ces questions d'égalité réelle. Eux, ce qu'ils pensaient jusqu'à présent, c'est qu'il y avait une différence pour eux entre la gauche et la droite. Et que la gauche, d'ailleurs, à chaque élection, disait « au secours ». La droite revient et ça produit des effets. On s'aperçoit qu'elle essaye de le faire et ça ne produit plus d'effets. Ouais. Charlotte Chaffanjon, je voudrais aussi, parce qu'on arrive au terme de ce débat, parler de la jeunesse, puisque ça sera un des thèmes ce soir. Là aussi, il y a une rupture inédite entre un président en exercice et la jeunesse dans la rue. Et on voit que, malgré les annonces de ces dernières semaines... il faut se souvenir que François Hollande a fait toute sa campagne de 2012 en disant que la jeunesse, c'était sa priorité, en disant que à chaque meeting en 2012, il disait « Moi, mon projet, c'est qu'à la fin du quinquennat, la génération qui vienne vive mieux qu'elle ne le vit aujourd'hui. » Donc je pense que c'est des choses qui sont entrées quand même dans l'esprit des gens. Ce sont des gens qui ont voté pour lui. Et globalement, cette jeunesse-là ne vit pas spécialement mieux que quand François Hollande a été élu. La déception, elle est aussi simple que ça. On paye toujours aussi cher les loyers. À part à Paris, vaguement, quelques effets d'encadrement des loyers quand même très à la marge. On paye toujours, l'accès à l'emploi est toujours aussi compliqué. On est toujours aussi mal payé. Il y a toujours autant de stagiaires, de CDD. Donc, où est-ce que ça va mieux? Alors, je nuancerai un tout petit peu. C'est vrai, l'IFOP a publié ce matin une enquête avec Fiducial pour Métro sur la jeunesse, un sondage spécifique auprès de 800 jeunes de moins de 25 ans. Ils expriment une défiance vis-à-vis de François Hollande, à peine moins forte que l'ensemble des Français. Il y a 23% d'approbation de son action, c'est 19% chez l'ensemble des Français. Mais c'est plutôt une défiance que l'on voit dans le sondage général à l'égard du personnel politique. Il y a des codes de confiance pour une série de personnalités. Personne ne dépasse 40% de confiance, à gauche, à droite et à l'extrême droite. Oui, tout à fait. Mais François Hollande est à peine à 20 ou 21%. Et on voit très bien, les jeunes sont plutôt optimistes. Ils veulent en fait s'engager. Il y a un regard un a priori très positif sur le mouvement Nuit debout, mais on a des jeunes, comme l'ensemble des Français, et là ils rentrent dans le rang, très désenchantés vis-à-vis du personnel politique, François Hollande en premier, mais également les autres. Ouais.
Le mot de la fin pour vous, Jérôme Sainte-Marie. On n'a pas encore vu l'émission, on en Je parle. pense qu'il parlera forcément des jeunes, parce que quand on se rapproche de l'élection, on parle des jeunes, mais ce que l'on vise, bien sûr, c'est le vote des retraités, qui sont aujourd'hui 15 millions et qui, eux, vont systématiquement voter. Eh bien, merci Jérôme Sainte-Marie. Merci Charlotte Chaffanjon. Merci Frédéric Dabi. Il est 15h30 sur Public Sénat. Merci à vous si vous nous rejoignez toujours en direct. Voici le rappel des titres. La feuille de route du gouvernement sur le nucléaire, publiée au plus tard le 1er juillet. Elle doit concrétiser la baisse de la part de l'atome dans la production d'électricité, prévue depuis 2015 par la loi, alors que les associations environnementales accusent l'exécutif de renoncer à une vraie transition énergétique. François Hollande repart à la conquête de l'opinion ce soir. Une émission de 90 minutes face aux Français. Le chef de l'État aura fort à faire pour tenter de les convaincre. Au plus bas dans les sondages, il va essayer de se relancer à un an de la présidentielle. Adoption du PNR par le Parlement européen. Après 5 ans de négociations, ce registre des passagers aériens doit permettre à l'Union européenne de mieux lutter contre le terrorisme. Un vote salué par Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur. Cet outil est-il vraiment efficace? Décryptage dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, #Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi jusqu'à 16h30, Saveria Rojek en direct de la salle des conférences du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Le gouvernement est-il en train de renoncer sur le nucléaire? C'est ce que redoutent certaines associations. Ségolène Royal tente de les rassurer et promet la publication d'une feuille de route sur la réduction de l'atome au plus tard le 1er juillet. Explication de Sandra Cerquera. Sur le nucléaire, le gouvernement avait décidé d'attendre. Aucun arbitrage ne devait être rendu sur la fermeture de réacteurs avant 2019. C'était ce que prévoyait un arrêté présenté par Ségolène Royal. Réaction immédiate des ONG qui dénoncent un véritable renoncement et demandent au gouvernement de sortir du flou. La loi de transition énergétique, votée il y a quelques mois, prévoit de réduire à 50% la part du nucléaire d'ici 10 ans. Et pour atteindre cet objectif, il faudra fermer des centrales. On parle de 15 à 20 fermetures de réacteurs d'ici à 2025. C'est important, y compris pour les salariés d'EDF, y compris pour les collectivités où il y a ces réacteurs, de savoir lesquels pour pouvoir anticiper les transitions professionnelles, voir quel type d'activité on peut mettre à la place de ces réacteurs, sachant qu'il y a toujours énormément de personnel qui va rester pour le démantèlement. Passer de 75 à 50% de la part du nucléaire d'ici 2025 était aussi un objectif de campagne de François Hollande. Le gouvernement vient d'annoncer qu'il publiera sa feuille de route pour y parvenir, au plus tard le 1er juillet, et donnera alors une fourchette du nombre de réacteurs à fermer. Le RSA revalorisé de 2% en septembre prochain, annonce de Manuel Valls, le Premier ministre qui était en déplacement à Mantes-la-Jolie dans le cadre du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion. On l'écoute. Le RSA sera ainsi à nouveau revalorisé de 2% en septembre prochain, comme chaque année depuis 2013, pour une augmentation globale de 10% en 5 ans. Nous tenons nos engagements et nous répondons là à une attente très forte dans la société. Lancé la semaine dernière, le mouvement d'Emmanuel Macron En Marche avance-t-il à pas de géant? Le nombre d'adhérents reste flou pour l'instant. Une guerre des chiffres semble se profiler, comme nous l'explique Jordan Klein. Les chiffres présentés par Emmanuel Macron sont-ils trompeurs? Les simples curieux sont comptabilisés comme des adhérents. Pour pouvoir accéder au contenu du site, 2 possibilités. Adhérer directement ou cliquer sur « Je marche » et devenir un marcheur, c'est-à-dire approuver le mouvement. Impossible donc d'entrer sur la plateforme si vous ne souhaitez pas au minimum aimer la démarche. De facto, les adhérents ne sont donc que des internautes qui ont cliqué afin d'entrer sur la page principale. Les 13 000 clics recensés ne sont donc pas forcément prêts à s'engager auprès du ministre de l'économie. Volonté d'enjoliver la réalité ou stratégie de communication, une chose est sûre, c'est un lancement réussi. Plus la personne apparaît comme étant soutenue ou en tout cas avec une dynamique importante, plus elle arrive justement à montrer le poids qu'elle peut avoir dans la société, entraîner les journalistes à faire encore plus attention à ce qui peut être indiqué et puis également les Français à plus soutenir encore l'action du responsable politique. Pour l'instant, le prochain objectif est déjà fixé, faire du porte-à-porte et tenter de récolter plus de 100 000 témoignages d'ici le mois de mai. C'est certainement l'émission de la dernière chance pour François Hollande. Ce soir, le président de la République joue son va-tout, invité de dialogue citoyen sur France 2. Il va tenter de reconquérir les Français qui lui tournent de plus en plus le dos. Quentin Calmy.
À la une de la presse nationale, ces titres pour résumer la situation dans laquelle se trouve François Hollande, opération survie, ou encore les Français n'y croient plus. Avant même l'interview du président de la République, le constat est sévère. On n'a jamais vu un président de la République dans pareille situation, à la fois dans une impopularité record, à la fois dans un pronostic de victoire qui est aujourd'hui historiquement bas. Là, pour une partie de la gauche et pour une partie de l'électorat, c'est comme si on avait déjà tourné la page de François Hollande. C'est donc une mission quasi impossible que s'est fixé le chef de l'État. 90 minutes face à 4 Français et 3 journalistes pour renverser cette tendance. Un des enjeux de l'émission pour François Hollande ce soir, c'est justement d'essayer de commencer à reconquérir cet électorat de gauche, cet électorat qu'il a porté à la présidence de la République et surtout à le convaincre qu'il peut encore être candidat à l'élection présidentielle. Parmi les sujets les plus épineux, le détricotage de la loi travail, le psychodrame persistant à gauche ou encore le fiasco de la réforme constitutionnelle. Des sujets qui font tanguer la majorité depuis des mois et à résoudre en 1h30. La responsabilité civile des laboratoires Servier dans le scandale du Mediator confirmée en appel. Le tribunal de grande instance de Nanterre avait déjà condamné le 22 octobre dernier le fabricant Servier à indemniser le préjudice des malades, une première. Il aura fallu attendre 5 ans pour que le Parlement européen adopte le PNR. Ce matin, les eurodéputés ont donné leur feu vert à la mise en place de ce fichier des passagers aériens. Jérôme Rabier. C'est à une très large majorité que le Parlement européen a adopté le fameux PNR pour Passenger Name Record, un fichier qui permettra aux services de sécurité de s'échanger des données personnelles des passagers aériens. Concrètement, les polices européennes pourront y trouver l'identité et les coordonnées des passagers, les dates de voyage et des informations sur les bagages transportés. Ces données pourront être conservées pendant 5 ans et les vols charters et intra-européens seront également concernés. Manuel Valls et son ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve se sont félicités de l'adoption d'un nouvel outil pour lutter contre le terrorisme. Mais pour Pierre Laurent, président du parti de la gauche européenne, cela n'empêchera pas les attentats comme ceux commis à Paris et à Bruxelles. Ce fichier, il est censé lutter contre le terrorisme. Mais personne n'a jamais démontré qu'un fichier supplémentaire de ce type, il y en a déjà beaucoup, allait permettre de lutter contre le terrorisme. Pour obtenir une majorité au Parlement européen, les négociations ont été tendues ces dernières semaines. Une partie des eurodéputés réclamant des dispositions sur la protection des données personnelles en contrepartie. Un volet renforçant les conditions d'utilisation de ces données en matière policière et judiciaire a donc également été voté ce matin. Les États membres ont désormais 2 ans pour transcrire cette directive dans leur législation nationale. Ce registre sera-t-il l'outil indispensable pour renforcer la sécurité de l'espace Schengen? On pose la question à Maître Thierry Vallat, avocat. Il répond aux questions de Michael Zamès. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Thierry Vallat. Bonjour. Le PNR est voté. Êtes-vous satisfait? Alors, voter enfin. C'est vrai que c'est un serpent de mer qu'on, depuis plusieurs années, on croyait voter, puis réenterrer. Et donc là, enfin, ce matin, les eurodéputés l'ont voté. Alors, satisfait, oui, parce que je pense que c'est un outil qui sera utile. Ça ne sera certainement pas la panacée que certains veulent y voir, donc l'arme absolue contre le terrorisme, de la même manière qu'il n'est pas aussi inutile que d'aucuns veulent le faire laisser entendre. Donc pour moi, c'est effectivement un outil. Après, le problème du PNR, c'est qu'on va collecter beaucoup de données et il va falloir savoir quoi en faire et notamment les analyser derrière. Alors je vous livre la petite phrase annoncée par la vice-présidente du Parlement européen, elle s'appelle Sylvie Guillaume. Le PNR, cela équivaut à chercher une aiguille, même pas dans une botte de foin, dans un champ. Donc finalement, on a même l'impression que ça ne servira pas à grand-chose, ce PNR. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est vrai que c'est un peu caricatural, mais néanmoins, c'est vrai que le PNR... Alors d'abord, ce ne sont que des données partielles concernant... Rappelez-nous un petit peu ce que c'est que le PNR. Alors, le PNR, donc, c'est l'acronyme de Passenger Name Record. Donc, ce sont les données personnelles des passagers aériens. Donc là, on parle bien uniquement des passagers aériens qui vont entrer dans l'espace Schengen ou en sortir. Et donc, on exclut de facto les passagers ferroviaires, ceux qui passent par la route, à pied. Donc bon, voilà. Donc ceux qui ont commis aussi les attentats qui étaient de toute façon déjà intramuros et qui ont utilisé des moyens locaux. Alors est-ce que le PNR, la question elle va de soi, est-ce que le PNR aurait permis justement de
pouvoir arrêter ces personnes avant. Oui, alors notamment un des individus qui a perpétré les attentats de Bruxelles avait été arrêté en Turquie. Absolument. Les Turcs l'avaient ensuite par Amsterdam et les autorités néerlandaises ne l'ont pas fiché comme étant répertorié comme un terroriste potentiel, mais comme un droit commun comme un autre. Et finalement, ils l'ont laissé partir. Donc là, effectivement, c'est une des failles. Et donc, effectivement, l'idée, c'est l'analyse des données qui sont en possession des différentes polices nationales. Donc si je comprends bien, oui, ça peut servir à quelque chose, mais deux, ça va être très compliqué de le mettre en place. Bien évidemment. On a un énorme problème déjà aujourd'hui d'interopérabilité des différents fichiers européens. Des fichiers, il en existe plein. On a Europol, on a le système SIS d'entrée et de sortie de Schengen. Tous ces fichiers ne sont pas totalement compatibles entre eux. On a même, au niveau français, n'allons pas chercher même au niveau européen, un PNR qui a été voté il y a 3 ans et qui n'est toujours pas mis en place parce qu'il y a un problème de système informatique manifestement un peu compliqué à mettre en place. Emmanuel Valls annonce aujourd'hui qu'il le mettra en place dès cet été. Oui, c'était déjà ce qu'on avait dit en 2015. Vous n'y croyez pas moi, je crois toujours voilà, à ce que je vois, donc pourquoi pas, j'espère qu'effectivement... Vous attendez de voir alors? J'attends de voir, on nous l'a déjà promis. Mais pourquoi c'est si compliqué à mettre en place? Vous avez dit un problème informatique, on peut le comprendre, c'est un problème technique. Un problème de personnes derrière, il faut l'analyser, il faut avoir un bon système informatique. Donc plus de moyens? Donc plus de moyens. Alors on parle d'un montant de 500 millions d'euros pour mettre en place le PNR européen. Grosso modo, on avait parlé d'1,4 milliard au départ, donc on a déjà réduit la voilure de 3 fois le montant. Est-ce que ça sera suffisant? Alors c'est vrai que c'est beaucoup d'argent, mais est-ce que ça sera suffisant pour le mettre en place? Alors, est-ce qu'il y a un problème de liberté aussi avec toutes ces données qu'on va avoir via ce PNR? Est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'il y a un problème pour les libertés civiles? Alors, c'est le cœur, effectivement, des débats qui cristallisent le PNR. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a eu autant de mal à émerger. C'est que le respect de la vie privée, des libertés personnelles, se heurte frontalement avec la collecte des données, leur conservation, combien de temps on va les garder, qui va pouvoir les surveiller. On a trouvé apparemment un compromis sur une durée de 5 ans. Donc, c'est 6 mois avec des données nominatives. Ensuite, les données nominatives seront masquées. Elles seront conservées 4 ans et demi avec une autorité qui va les surveiller et après, elles seront détruites. Et alors, vous, l'avocat, qu'est-ce que vous dites Moi, je dis que... C'est acceptable ou pas? Alors, je dis que c'est toujours la même chose. Les données personnelles à collecter, oui. Après, il faut que ça soit adapté au but recherché. Donc là, en l'occurrence, le terrorisme, bien évidemment. Mais il y en a d'autres. Il n'y a pas que le terrorisme sur le PNR qui est le... Qu'est-ce qu'on va chercher d'autre? On va chercher, alors j'ai cru comprendre, la lutte contre les différents trafics. Trafic d'armes, trafic d'enfants, trafic d'êtres humains en général. Enfin, voilà. Donc on a toute une gamme, en fait, une palette d'infractions qui risque d'être effectivement sous le champ du PNR. Alors, tout dépend des données qui vont être collectées. Alors c'est vrai qu'on a... alléger un peu les données qui vont être collectées. On n'aura pas le droit de collecter des données personnelles au niveau racial, au niveau sexuel, au niveau... des données vraiment... C'est le niveau européen. C'est le niveau européen, mais aujourd'hui, vous dites que depuis 3 ans, il existe un PNR en France qui n'est pas encore appliqué. Qu'est-ce qu'on va chercher, nous, dans le PNR français, par exemple? Est-ce qu'il y a des données, par exemple, sur la couleur de peau? Est-ce qu'il y a d'autres données comme cela? Non, mais nous, ce qu'on veut chercher, c'est effectivement les potentiels terroristes. Donc, on aurait l'idée de ces PNR, si on appuie sur un bouton, ou même sans l'appuyer, on a différentes... Quelqu'un arrive, il y a un système de clignotant qui se met en place. Attention, ce monsieur, parce que... Mais ça, c'est le rêve du PNR. Mais ça, c'est le rêve. Mais le rêve, bien évidemment, c'est ce fantasme-là. Alors ça, c'est le PNR rêvé, mais alors le PNR actuel, le PNR qu'on vient de voter aujourd'hui. Le PNR qu'on a voté aujourd'hui, à mon avis, déjà, ne passera pas le niveau européen de la Cour de justice européenne. Pourquoi? Parce que, donc, on a bien compris, donc le cheminement, je vais résumer. Aujourd'hui, il y a le vote. On a maintenant un délai de 2 ans pour la transposition dans les différentes réglementations nationales. On peut imaginer que ça va vite, mais il y a la Cour de justice européenne. Et la Cour de justice européenne veille extrêmement strictement sur les données personnelles. On l'a vu dans 2 décisions majeures de ces dernières années. En 2014, sur l'arrêt Digital Rights Ireland, donc elle a invalidé la directive sur la conservation des données personnelles pour les opérateurs télécoms. Donc là, ça a été un coup de boutoir déjà en disant « Ok, conserver des données personnelles, très bien, mais pour quelle finalité ?» Donc il faut que ça soit plus précis dans la directive. Ça ne l'était pas. La directive a été retoquée. Et dans un arrêt extrêmement important d'octobre 2015, qui est l'arrêt Schrems Facebook, donc c'était le safe harbor, ce qu'on appelait les données que Facebook récupère et ensuite qui sont transférées aux États-Unis, la Cour de justice européenne a dit non, c'est pas possible, il faut un niveau de sécurité. Donc aujourd'hui,
si la Cour européenne la Cour de justice de l'Union européenne est saisie, ça risque d'être, à mon avis, compliqué. On aura d'ailleurs de toute façon très rapidement une indication. Le 13 juin, on aura les conclusions de l'avocat général de la CJUE qui va se déterminer sur le PNR entre l'Europe et le Canada. Parce qu'il y en a d'autres des PNR. Hein, des PNR. Il n'y a pas que le PNR européen. Voilà, c'est les Américains en premier, le Canada, le Royaume-Uni en Europe, quand même, l'a mis en place déjà de longue date. Donc là, il y a un accord depuis 2013 qui est toujours en cours entre le Canada et l'Union européenne, qui va être soumis à la CJUE. Donc on verra tout de suite s'il est... On a l'expérience américaine, vous l'avez dit, britannique également. Est-ce que ça marche? Alors les Américains disent que oui. On les croit... Vous avez l'air sceptique. Je dis qu'il y a certainement un intérêt. Est-ce que... On passera toujours entre les mailles du filet. Je crois que malheureusement, ce n'est qu'un outil. Il en faudra d'autres. Et il faudra croiser, recroiser, recouper tous ces différents fichiers et avoir d'autres systèmes, peut-être un peu plus humains, un peu plus... voilà. Mais il le faut aujourd'hui. Je crois que malheureusement, on est dans un temps où les données personnelles sont peut-être moins sensibles qu'à une certaine époque. Mais néanmoins, il faut être extrêmement vigilant sur la conservation de ces données. Estimez-vous que le combat qui a été mené, en tout cas de la part de la France sur ce PNR, cette volonté aujourd'hui d'avoir le PNR, c'est un combat politique ou c'est un combat qu'il fallait mener contre la lutte contre le terrorisme? Alors je crois que ça part plutôt d'un combat contre le terrorisme. Parce que, bon, c'est un combat déjà ancien. Je crois que toutes les couleurs politiques ont été mêlées. Donc aujourd'hui, on a vu d'ailleurs dans le vote qui l'a refusé en France, c'est le Front National. Et puis... les Verts. Les Verts. Et puis le Front de Gauche, je crois, qui était contre. Bon, après, sur le reste, on a une certaine unanimité et le vote a été quand même assez massif en faveur. Aujourd'hui, avec le PNR remodifié après ce qui s'est passé en 2015 avec la Commission des libertés européennes. Bon, donc non, je pense que c'est vraiment une volonté de lutter contre le terrorisme. Vous avez vu également qu'il a fallu passer par 2 textes pour obtenir ce PNR. Un texte où on a parlé des libertés, on a donné, et puis un texte également différent où là il a fallu aussi essayer d'amender. C'est difficile quand même de pouvoir obtenir ce vote. C'était très compliqué, les Allemands freinaient des 4 fers, c'était principalement eux, si j'ai bien tout suivi, qui étaient assez réticents. Il a fallu, dans ce qu'on appelle, donner un paquet de données personnelles. Donc voilà, on a aujourd'hui un espèce de texte de compromis. Il a le mérite d'exister. Je dirais que voilà, il a été voté, c'est très bien. Maintenant, il va falloir l'appliquer et là, le plus dur commence. Oui, parce que s'il faut l'appliquer dans différents pays européens, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que chaque Parlement va devoir aujourd'hui voter dans toute l'Union européenne. Dans les 2 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe si un pays refuse ? On n'aura pas 28 pays, on en aura 27, 26, 25. Ça ne remet pas en cause le danger d'avoir un échec de ce PNR au niveau européen. Non, et il y a un engagement d'ailleurs en plus dans la directive, un engagement national de chacun des pays de le mettre en place à l'intérieur de chaque État, donc un PNR national également pour conforter le PNR européen. Dans l'espace Schengen aujourd'hui, c'est la libre circulation des biens et des hommes, vous êtes d'accord avec cela ? Le PNR, est-ce qu'il peut mettre en danger cet esprit de Schengen ? Oui, c'est bien d'ailleurs le principal reproche qu'on lui fait, c'est-à-dire la libre circulation de personnes qui n'ont absolument aucun lien avec le terrorisme, une entreprise de trafiquants, etc. Bien évidemment. Donc après, il faut bien évidemment bien penser que ce système n'est pas comme je le disais, une panacée. Bon, il existe. Oui, parce qu'on rappelle quand même que les terroristes ne sont pas tous venus en avion. Mais certains sont venus de Bruxelles en voiture. Donc le PNR, ça n'empêche rien. On peut le doubler par un PNR ferroviaire. Par exemple, l'Inde a mis en place un PNR India Railways. Et ça, c'est nouveau parce qu'on n'en a pas entendu parler. Mais on n'en parle pas beaucoup parce que l'Inde, c'est un peu exotique. Mais enfin voilà. Mais pas forcément sur l'Inde, mais en tout cas, dans cet exemple de ferroviaire. Mais voilà, donc on passerait par les trains, on passerait sur les autoroutes, par exemple. On peut mettre un PNR, au péage aux autoroutes. Ça peut être extrêmement étendu. Donc aujourd'hui, on se focalise sur l'espace aérien à cause du 11 septembre, parce que le PNR, c'est lié directement au 11 septembre avec ce qui s'est passé aux États-Unis, mais l'extension n'est pas inimaginable. Merci beaucoup Thierry Vallat. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris et nous avons parlé évidemment du PNR qui a été voté aujourd'hui par l'Union européenne. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci Mickaël, merci beaucoup. Retour à présent sur notre émission Territoire d'Info qui recevait ce matin Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste français et sénateur de Paris. François Hollande face à ces 4 Français, mais dans le casting,
Pas d'ouvriers, puisque Nadine Ouman, déléguée Force ouvrière chez Doux, qui devait participer donc à cette émission, finalement n'a pas été retenue. Est-ce que ça prouve, selon vous, que François Hollande, aujourd'hui, est coupé d'un certain nombre de Français, mais plus particulièrement des ouvriers? Je crois qu'il est totalement coupé, oui, de toutes les forces sociales et populaires qui ont permis son élection en 2012. Tout simplement parce que on sait que pour mener une politique d'emploi et pour mener une politique de création d'emplois favorable à la majorité des salariés, il aurait fallu qu'il fasse ce qu'il avait annoncé dans sa campagne, c'est-à-dire s'attaquer à la finance. Or, il n'a pas fait ça, il a fait le contraire tout au long de son mandat, et tous les projets de loi, les uns après les autres, et encore celui que nous sommes en train de discuter, contre lequel nous combattons, le projet El Khomri, c'est une succession de concessions à ceux qui veulent privilégier les rendements de la finance contre le partage du travail. Donc Julien Drey, qui le défend beaucoup, dit cette émission, ça doit permettre de prouver qu'il est de gauche, qu'il est toujours de gauche. C'est un aveu en soi. Hein. C'est comme Manuel Valls qui dit hier, ça fait 30 ans qu'on me demande si je suis de gauche. C'est bien qu'il y a un problème. Non, je pense que tout simplement, les gens effectivement ne reconnaissent pas dans la politique actuelle, et pour cause, une politique de gauche, et ils ont raison. Emmanuel Macron lui demande de faire son bilan maintenant en vue de 2017. Comment qualifieriez-vous, vous, le bilan de François Hollande? Je pense qu'il est... Il est doublement désastreux. D'abord au plan social, parce que la situation s'est considérablement aggravée depuis 5 ans, avec une augmentation du chômage, de la précarité et une situation de la jeunesse qui est très inquiétante. C'est ce que dit la jeunesse qui est dans la rue contre la loi El Khomri. Nous sommes précaires pendant nos études, précaires dans l'entrée dans la vie professionnelle, et maintenant on nous dit vous allez être précaires toute la vie. Eux demandent une société de sécurisation de l'emploi et de la formation. C'est ce que nous proposons, et nous avançons des propositions précises pour ça. Et c'est ces propositions-là qui auraient dû être discutées. Mais le bilan de Hollande est aussi désastreux, j'ai envie de dire politiquement, démocratiquement. Parce qu'une fois encore, et c'est ce qui provoque cette défiance massive dans le pays, un président de la République, après celui qui l'avait précédé, a trahi la confiance des Français. Et ça, vous mettez sur le même plan Nicolas Sarkozy et François Hollande? Je pense qu'aujourd'hui, les gens considèrent que les deux quinquennats, et d'ailleurs je crois que ça a à voir, moi, avec la réforme institutionnelle qui a ultra-présidentialisé notre régime politique, eh bien les gens considèrent qu'effectivement ils ont été trahis politiquement dans ces deux quinquennats. Juste encore une question par rapport à François Hollande. Vous aviez appelé à voter pour lui il y a donc 4 ans. En 2017, est-ce que vous appelleriez encore à voter pour lui s'il se présente? Non, j'ai dit que je ne mettrais... Je pense que François Hollande est disqualifié pour conduire le combat de la gauche, parce que il a tourné le dos à tout ce qui aurait pu ressembler à une politique de gauche dans le quinquennat. Peut-être à l'exception de la loi sur le mariage pour tous qui a été portée par Christiane Taubira dans le gouvernement. Mais pour le reste... tout cela n'a rien à voir avec ce qu'on attend d'une politique de gauche. Donc je pense que la question qui est devant nous, c'est celle de construire, et nous avons encore plusieurs mois pour le faire, mais ça devient urgent, c'est de construire un nouveau projet à gauche et une candidature qui ne peut pas être celle de François Hollande, et a fortiori celle de Manuel Valls. Dans le reste de l'actualité, il aura fallu attendre 5 ans pour que le Parlement européen adopte le PNR. Ce matin, les eurodéputés ont donné leur feu vert à la mise en place de ce fichier des passagers aériens. Jérôme Rabier. C'est à une très large majorité que le Parlement européen a adopté le fameux PNR pour Passenger Name Record, un fichier qui permettra aux services de sécurité de s'échanger des données personnelles des passagers aériens. Concrètement, les polices européennes pourront y trouver l'identité et les coordonnées des passagers, les dates de voyage et des informations sur les bagages transportés. Ces données pourront être conservées pendant 5 ans et les vols charters et intra-européens seront également concernés. Manuel Valls et son ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve se sont félicités de l'adoption d'un nouvel outil pour lutter contre le terrorisme. Mais pour Pierre Laurent, président du parti de la gauche européenne, cela n'empêchera pas les attentats comme ceux commis à Paris et à Bruxelles. Ce fichier, il est censé lutter contre le terrorisme. Mais personne n'a jamais démontré qu'un fichier supplémentaire de ce type, il y en a déjà beaucoup, allait permettre de lutter contre le terrorisme.
Pour obtenir une majorité au Parlement européen, les négociations ont été tendues ces dernières semaines, une partie des eurodéputés réclamant des dispositions sur la protection des données personnelles en contrepartie. Un volet renforçant les conditions d'utilisation de ces données en matière policière et judiciaire a donc également été voté ce matin. Les États membres ont désormais 2 ans pour transcrire cette directive dans leur législation nationale. Et je vous propose d'écouter la réaction du sénateur socialiste Jean-Pierre Sueur. Il avait fait des propositions pour lutter contre le terrorisme et parmi elles figurait l'adoption d'un PNR. Il était au micro de Saveria Rojek tout à l'heure, on l'écoute. Le PNR vient donc d'être adopté ce matin par le Parlement européen. C'était une des propositions, une des mesures phares de votre rapport dans la lutte contre les filières djihadistes. Vous êtes donc, j'imagine, très satisfait aujourd'hui. Écoutez, on a beaucoup attendu, et je vous dirais même qu'on a trop attendu, parce qu'il est clair que ce fichier européen des voyageurs par avion, certains ont craint pour la liberté, et je comprends tout à fait, mais vous savez, la principale liberté, c'est de ne pas être victime d'un attentat. Donc, il est apparu que c'était absolument nécessaire, nous avons beaucoup contribué à le dire, nous sommes même allés au Parlement européen, pour en parler, et c'est une excellente mesure. Il faut qu'elle se concrétise le plus vite possible. Très bien. Quelques mots maintenant sur un tout autre sujet. François Hollande sera ce soir dans une grande émission, télévisée face aux Français. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'il n'est pas trop tard aujourd'hui pour François Hollande, pour le chef de l'État, pour tenter de convaincre les Français? Pas du tout. Pas du tout? Vous savez, moi je suis très attaché à ce que l'on garde son calme et qu'on ne se laisse pas guider par les sondages. D'ailleurs, sur les sondages, il y aurait beaucoup à dire. Et je rappelle que nous avons enfin obtenu que la proposition de loi votée par le Sénat sur les sondages soit adoptée à l'Assemblée. Tout à fait, on en a longuement parlé sur cette antenne. Davantage de rigueur. Mais on ne doit pas être ballotté par les sondages. Jamais, absolument jamais, une élection présidentielle ne s'est déroulée comme c'était prévu 1 an à l'avance. 1 an à l'avance, Michel Rocard aurait été évidemment élu. Édouard Balladur aussi, etc., etc. Ça ne s'est jamais passé comme on disait que ça se passerait. François Hollande est quelqu'un de très calme, qui sait que la politique est faite de haut et de bas, et qui se bat continuellement pour des choses très, très claires. L'emploi, faire repartir l'économie, restaurer la compétitivité des entreprises parce que c'est nécessaire pour l'emploi, et quantité de réformes qu'on finit par oublier qui ont été faites et qui sont encore en cours. Donc, ce qui a été choisi par le président de la République, François Hollande, c'est certainement pas une voie de facilité, ce n'est pas une voie démagogique. Mais il a le courage de mener ces réformes avec le Premier ministre et le gouvernement. Et moi, je pense, si vous voulez, je vais vous dire très clairement, je pense qu'il sera candidat. Et je pense qu'il n'y aura pas de primaire à gauche parce qu'il y a tellement de contradictions que je vois mal comment on pourrait la faire. Et je pense que le match ne commencera que dans quelques mois et que là, vous verrez que François Hollande tiendra toute sa place parce qu'il faudra choisir. Très bien. Très rapidement, on peut donc, selon vous, encore imaginer une gauche unie à la présidentielle malgré toutes les déchirures actuelles? Vous savez, le fait présidentiel est essentiel dans notre Constitution. Moi, j'ai pensé souvent qu'il fallait réformer les législatives parce que j'aimerais plus de mobilité, plus de souplesse, que la France ne soit pas toujours coupée en deux. Mais pour la présidentielle, c'est clair. Au deuxième tour, il n'y a que 2 candidats. Et comment imaginer que la gauche ne serait pas présente au second tour? Tous les hommes et toutes les femmes de gauche et de progrès attachés aux idées progressistes feront en sorte, même s'il y a des critiques, même si tout n'est pas parfait, loin s'en faut, même s'il y a des problèmes, que la gauche soit là. Et je vous assure, je prends date, vous verrez que les choses changeront complètement. Et François Hollande a connu assez de hauts et de bas dans sa vie politique pour savoir que ce qui compte, c'est de tenir bon. Et vous verrez que ce soir, vous aurez devant vous un homme qui tient bon. Très bien. Et ce candidat pour vous sera donc François Hollande, on l'a bien compris. Merci beaucoup Jean-Pierre. Je crois que c'est logique. Merci beaucoup d'avoir répondu en direct à nos questions. Interrogé.
Voilà pour cet entretien avec Jean-Pierre Sueur, enregistré un peu plus tôt cet après-midi sur notre antenne. Il est 16h sur Public Sénat. Merci à vous si vous nous rejoignez toujours en direct. Le rappel des titres. François Hollande repart à la conquête de l'opinion ce soir. Une émission de 90 minutes face aux Français. Le chef de l'État aura fort à faire pour tenter de les convaincre. Au plus bas dans les sondages, il va essayer de se relancer à un an de la présidentielle. Adoption du PNR par le Parlement européen. Après 5 ans de négociations, ce registre des passagers aériens doit permettre à l'Union européenne de mieux lutter contre le terrorisme. Un vote salué par Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui parle d'un outil indispensable à la sécurité de l'espace Schengen. La responsabilité civile des laboratoires Servier dans le scandale du Mediator, confirmé en appel. Le tribunal de grande instance de Nanterre avait déjà condamné le 22 octobre dernier le fabricant Servier à indemniser le préjudice des malades, une première. Et on poursuit cet après-midi notre série consacrée aux travaux du Sénat sur l'évasion fiscale. En 2013, une commission d'enquête avait auditionné Antoine Peillon, journaliste à La Croix et auteur de l'ouvrage « Ces 600 milliards qui manquent à la France ». Je vous propose de réécouter son audition. Ce que j'ai vu, pour faire court, parce que j'ai continué, c'est le droit de suite des journalistes, donc j'ai continué de fréquenter assidûment mes différentes sources, les sources judiciaires, mais surtout les sources bancaires, et elles se sont d'ailleurs augmentées, parce que quand vous révélez quelque chose, eh bien, de nouvelles personnes se signalent comme ayant des informations complémentaires. Donc j'ai en quelque sorte élargi, depuis ce mois de mars 2012 jusqu'à aujourd'hui, mon champ de perception du phénomène, y compris en particulier sur la banque UBS, mais sur d'autres banques aussi. Et j'ai pu mesurer progressivement que ce que je croyais déjà assez considérable en mars 2012 était en fait un phénomène quasi systématique, très, très généralisé dans le milieu bancaire, pas seulement suisse, avait une importance en termes économiques et financiers qui était considérable, et que eh bien, le phénomène était loin d'être en assèchement ou en extinction, que malgré les enquêtes judiciaires, malgré le travail des parlementaires, que ce soit ici au Sénat, que ce soit à l'Assemblée nationale, malgré, je pense, un commencement de travail gouvernemental pour essayer de contenir le phénomène, eh bien, la pratique de l'évasion fiscale faisait florès et produisait toujours plus de chiffres d'affaires et de bénéfices du système bancaire, mais pas seulement, parce que le système bancaire est peut-être le cœur d'un système plus large. Aux banques sont articulés des cabinets d'avocats, des conseillers financiers, des notaires. On les voit apparaître, par exemple, dans l'affaire Wildenstein. Voilà, un ensemble de services qui ne sont pas que des services strictement financiers, mais qui tous concourent à faire en sorte que, à la fois des entreprises, et il y a parfois des liens, et des personnalités physiques, chefs d'entreprise, bien entendu beaucoup dans les professions libérales à haut revenu, bien entendu beaucoup dans ce qu'on appelle le show business, le sport professionnel, et bien que, au service de ces très très nombreuses personnes, il y a une véritable industrie. Ce sont les termes d'un expert qui travaille pour la revue Projet. Il y a une véritable industrie de l'évasion fiscale. C'est une industrie. Je conclus là-dessus, parce que je crois que ça peut vous intéresser, que c'est une des dimensions que quelqu'un que vous avez auditionné déjà, qui est Pierre Condamin-Gerbier, nous a révélé dans toute son ampleur le 29 mai dernier, à moi-même, à Fabrice Arfi, que vous voyez tout à l'heure, et à Edoui Plenel. Eh bien, il nous a montré comment, au tournant des années 90, au milieu des années 90, des entreprises, des groupes qui étaient des groupes commerciaux et industriels ont créé eux-mêmes leurs propres banques dans des paradis fiscaux, notamment anglo-saxons, de façon d'une part à gérer leurs propres affaires, à l'abri du fisc des pays sur lesquels ils opéraient leur chiffre d'affaires, et se sont rendus compte que le rendement économique était tellement extraordinaire qu'ils ont opéré une sorte de mutation économique et qu'ils se sont spécialisés dans ces banques, parfois de taille très réduite, mais très, très, très efficaces, et articulées la plupart du temps à d'autres grands opérateurs financiers, des grandes banques comme UBS, Crédit Suisse en Suisse,
mais chez nous, des grandes banques françaises aussi. On entend bien entendu parler d'HSBC. Voilà, il y a vraiment un moment historique que je ne connaissais pas au moment où j'ai enquêté pour mon livre, que j'ai découvert depuis, et qui fait bien l'articulation du système financier, des services financiers, avec en réalité l'économie, ce qu'on appelle l'économie réelle. Il n'y a pas, je l'ai compris assez tardivement, il n'y a pas une rupture, il n'y a pas une dissension entre l'économie dite réelle et l'activité financière, y compris quand elle est offshore, non déclarée, voire éventuellement grise ou noire. Mais est-ce que vous pourriez revenir sur la question des grippages, entre guillemets, des difficultés que vous avez pu constater dans les procédures de contrôle, puisque notre commission d'enquête envisage également, indépendamment du rôle des banques et des acteurs financiers, les procédures existantes en matière de contrôle, de supervision, de régulation. Quel est votre regard sur cette question-là? Donc les grippages, on va les appeler ainsi, et y compris dans le cours des procédures judiciaires. Vous avez évoqué l'affaire UBS, voilà un élément nouveau qui n'était pas enclenché l'an dernier. Aujourd'hui, depuis avril 2012 en tout cas, la justice s'intéresse à l'affaire et des avancées ont été constatées. Voilà. Et je poserai la même question pour le traitement fiscal des fichiers dont il a été question également à propos d'une enquête, l'enquête Offshore Leaks par exemple, et d'autres. Voilà, j'aimerais avoir votre appréciation sur ces points dans un premier temps, si vous voulez bien, M. Peillon. Bien sûr. La question du contrôle, habituellement appelé dans la profession le contrôle prudentiel, qui est un contrôle institutionnalisé sous autorité de la Banque de France, premièrement à travers son bras armé qui est l'autorité de contrôle prudentiel, donc qui est chargé de vérifier la conformité des procédures bancaires et des assurances à la loi française, a présenté visiblement un dysfonctionnement, a manifesté un dysfonctionnement, au moins en tout cas dans l'affaire UBS. L'unanimité de mes sources, et notamment de mes sources internes, ont affirmé qu'elles ont tenté d'alerter cette autorité de contrôle prudentiel de la Banque de France très tôt après la découverte par eux-mêmes des délits qu'ils constataient dans leur propre banque. Ça a commencé à Strasbourg dès l'année 2008. Ça a été un échec pour le directeur de l'établissement UBS de Strasbourg. C'était le directeur lui-même qui, ayant constaté ça, souhaitait en faire part à l'autorité de contrôle prudentiel. Il n'a jamais eu accès à cette autorité de contrôle. Ça a été ensuite un groupement de cadres supérieurs à la tête duquel on peut dire que l'auditeur interne de l'époque, Nicolas Forissier, on peut aujourd'hui citer son nom, il est maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a un an, il est maintenant bien connu, ont plusieurs fois alerté cette même autorité de contrôle prudentiel à Paris, y compris par des courriers. Et il a été nécessaire de multiplier par 3 ces courriers et surtout d'organiser quelques fuites dans la presse pour que cette autorité de contrôle prudentiel déclenche sa propre enquête, première chose, et deuxième chose, transmettre très rapidement au parquet de Paris, au procureur de Paris, les éléments qui lui étaient livrés, tout simplement, qui étaient suffisamment importants, graves et probants pour que ça ne puisse pas être retenu plus longtemps par l'autorité de contrôle prudentiel. Et donc il y a ce premier point, c'est il y a au moins 2 ans de perdu par cette autorité de contrôle prudentiel dans l'enquête, la vérification et éventuellement la sanction, puisque c'est un de ses pouvoirs, des malversations opérées au sein d'UBS. C'est extrêmement dommageable parce que ça a 2 conséquences lourdes immédiates. La première, c'est que dès qu'une direction d'une banque comme celle-ci comprend qu'il y a péril éventuel d'une enquête, d'un contrôle, eh bien elle se livre tout simplement à la destruction de preuves. Elle se livre à ce qu'on appelle un nettoyage de l'ensemble de ces fichiers. Et avec une brutalité d'ailleurs qui fait qu'elle a même demandé à l'une de ses cadres, qui pourtant protestait contre l'évasion fiscale, de faire elle-même le nettoyage de ces fichiers. Il s'agit de Stéphanie Gibault, qui était la directrice des relations publiques de cette banque depuis sa création à Paris. Donc il y a eu d'abord ce nettoyage.
Et puis la deuxième chose, c'est que les témoins potentiels, les cadres qui étaient quand même une dizaine, qui n'acceptaient pas ces procédures illégales, eh bien ont tous, dans la même période, moment où ils ont signalé et moment où l'autorité de contrôle prudentiel s'est déclenchée, ils ont tous été sortis de la banque, licenciés. Et donc, en quelque sorte, un peu perdus comme témoins internes de ce qui s'y passait. Voilà un premier volet qui permet de s'interroger sur la vocation ou l'entrain réel de cette autorité de contrôle prudentiel, mais de toutes celles qui lui sont attachées sur le contrôle réel des banques et des assurances. Un événement tout récent, moi, m'interroge aussi, et on a interrogé d'autres, c'est la sanction de la banque UBS par cette même autorité de contrôle prudentiel à hauteur d'une amende de 10 millions d'euros. Alors évidemment, dans la poche d'un sénateur comme d'un journaliste, 10 millions d'euros, on se dit c'est énorme. Oui, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que l'engagement en tant que parlementaire est fait pour faire fortune, mais que c'est un service à la nation et au peuple français. Donc voilà, pour vous répondre très clairement. Et donc ces 10 millions d'euros, eh bien, ils ont impressionné évidemment un certain nombre de personnes, mais toutes les personnes qui connaissent ont dit que ça aurait pu être largement le décuple, étant donné que le chiffrage minimum de ce qu'a représenté l'évasion fiscale organisée par UBS en France sur les quelques années dont je vous parlais tout à l'heure est d'au moins 850 millions d'euros. Alors une source mieux informée que celle que j'avais pu exploiter en France, une source suisse, m'a rectifié le chiffre il y a peu, m'a dit que c'était au moins 1 milliard d'euros. Donc quand on fait le rapport entre 10 millions d'euros d'amende par rapport à 1 milliard, pour faire gros, de bénéfices ou de chiffre d'affaires plutôt sur l'évasion fiscale, le rapport n'est pas si impressionnant que ça. En 2005, mais c'est resté valable je pense jusqu'à il y a à peine 2 ans, la gestion des avoirs non déclarés par la banque UBS, à Genève en tout cas, mais je crois que c'était valable à Bâle, à Zurich et à Lausanne, se faisait dans des boîtes en bois et avec des fiches cartonnées. Et un système informatique qui était in fine articulé à ces données strictement matérielles, papier, et donc facile à détruire. Comme d'ailleurs les carnets du lait pour les comptabilités de récolte sur les pays étrangers. Dans une première boîte, les boîtes sont chaque gestionnaire, chaque conseiller financier, on appelle ça des chargés d'affaires. À Genève, ils étaient une bonne cinquantaine au 4e étage du siège d'UBS, à 2 boîtes. Dans une première boîte, il y a le nom réel du client et son pseudonyme. Et dans la deuxième boîte, il y a le pseudonyme et le numéro du compte, le numéro informatique du compte. Quand on veut gérer les affaires de telle ou telle personne, ou de telle ou telle personne morale, eh bien, d'abord on connaît ses clients. Chaque chargé d'affaires a environ 500, 400, 300, 400, 500 gros clients. Eh bien, il reçoit un coup de téléphone avec un pseudonyme, parce que les gens fonctionnent avec pseudonyme. Il regarde à qui ça correspond, il comprend de quoi il s'agit, il se rapporte au numéro des comptes qui sont gérés pour ces personnes, et il rentre à ce moment-là dans le système informatique, qui, lui, ne connaît que des numéros. Voilà. C'est comme ça que fonctionne de façon très artisanale, d'où d'ailleurs toute la terminologie pastorale de nos amis suisses, sur carnet du lait, fichier vache. C'est que quelque part, c'est très, très, très prosaïque et très matérialisé, mais très destructible. Parce que autant les banques de données informatiques, les serveurs, tout ça, si on n'est pas informaticien, on peut laisser traîner des choses, autant détruire des petites fiches cartonnées, faire ce nettoyage des archives papier, ça n'est pas si difficile que ça. Voilà, donc les pare-feux, les antichambres qui permettent de cloisonner sont parfois extrêmement rudimentaires, sont souvent extrêmement rudimentaires. Merci, monsieur. Nous allons passer à des questions de collègues. Une petite précision. Nous avons évidemment été très intéressés par l'audition de monsieur Condamin-Cherpier, que apparemment vous avez rencontré depuis. On est un peu resté sur notre faim. Est-ce qu'il vous a donné des précisions sur les techniques, des chiffres, des noms
qu'il ne nous a pas donné à nous, éventuellement? Monsieur le Président, j'ai déjà répondu à cette question et je le referai donc très sincèrement. Le motif, c'est une source que j'ai fréquentée plusieurs fois. Et le motif de la rencontre très extensive et très précise du 29 mai dernier à Genève, où j'étais accompagné par des confrères, mais je leur laisse le soin de le dire eux-mêmes, avait pour motif de le protéger finalement, première chose, et donc avait comme besoin qu'ils nous disent le maximum de choses et les plus précises possibles. Et donc il nous a effectivement donné un certain nombre, une quinzaine de noms de personnalités politiques, par exemple, parce qu'il nous affirmait qu'il avait été le témoin direct de l'organisation de l'évasion fiscale de ces personnalités, au cours de toute sa carrière, pas seulement par UBS, pas seulement par la Banque Rail, principalement quand même par ces deux banques. Il nous a donné, de ce point de vue-là, beaucoup d'informations très précises, oui, parfois des montants, les noms des banques concernées, les procédures utilisées, les motifs éventuels, parce qu'ils sont différents selon les personnes. Oui, nous avons eu ce genre de précision qui, pour tout vous dire, n'était qu'une minuscule partie de l'ensemble de ce qu'il nous a raconté. Je peux vous dire une chose, c'est que le conseil lui a été donné, et j'ai fait partie de ceux qui lui ont donné ce conseil, qu'il réserve tout ça au juge d'instruction, qu'il l'aille, parce que je ne me sens pas en tant que journaliste la capacité de vérifier ce genre d'informations, même sur la base de documents qu'il aurait pu me donner. Je pense qu'on arrive dans des choses tellement sensibles, qui intéressent tellement le public, que seul un juge d'instruction et des services de police ont les moyens d'avoir des certitudes en la matière. Je crois savoir, je sais même, que cette procédure judiciaire, aujourd'hui même, a été mise en œuvre. Et je considère donc qu'il y a un certain sérieux dans la démarche de cette source, que je ne connais pas absolument, mais qui, en tout cas sur les choses que je connais, et notamment sur la banque UBS, a toujours été très précise, parfaitement fiable et très certaine. C'est très intéressant ce que vous venez de nous dire. Est-ce qu'il y a des noms d'anciens ministres et de ministres actuels? C'est le cas, Monsieur le Président. Je vous remercie. Cette histoire du verrou de Bercy, elle choque profondément à l'unanimité tous les experts avec lesquels je suis en relation. Bien entendu, première chose, les magistrats. Les premiers d'entre eux, ce sont les magistrats qui ne peuvent pas comprendre qu'il soit interdit, parce qu'ils le vivent comme ça, d'enquêter, y compris quand ils ont un flagrant délit de fraude fiscale, y compris quand ce flagrant délit de fraude fiscale porte sur des dizaines, voire des centaines de millions d'euros. Ils peuvent avoir connaissance, un procureur peut avoir connaissance, un juge d'instruction dans le cadre d'une autre saisine, des policiers de police judiciaire, et ils sont obligés de laisser passer, et ils doivent attendre que la commission des infractions fiscales donne soit son feu vert, mais plus que ça, soit proactive sur le sujet. En plus, à discrétion de la très haute administration et surtout du gouvernement. Donc là, il y a quelque chose qui est de l'avis unanime des magistrats, de l'avis unanime des policiers de police judiciaire. Il y a là aussi une aberration. Il y a eu dans le cadre du travail d'élaboration de la proposition de loi et surtout ensuite du projet de loi, il y a eu des discussions interministérielles très importantes, très chaudes sur le sujet. Il y a un compromis qui avait été construit entre le ministère de la Justice, entre la garde des Sceaux et Bercy. Je crois qu'il y avait d'ailleurs des nuances importantes entre les deux ministres, le ministre de l'économie et des finances et le ministre du budget. Pour être clair, je pense que M. Moscovici était sur une ligne qui était d'accepter un certain compromis avec la justice sur un système qui permettait à la fois à la CIF de continuer d'exister et de faire son travail finalement fiscal, parce que c'est ça la motivation, et à la justice, quand elle avait, dans certaines conditions, et notamment des cas de flagrant délit qui pouvaient motiver un procureur à saisir un juge d'instruction, ils le font en général pas à tort et à travers, et bien qu'ils puissent le faire. Et ce compromis a été défait dans un arbitrage au plus haut niveau, disons 3 semaines avant que le projet de loi arrive à l'Assemblée nationale. Ça a été un choc, je peux vous le dire, j'en ai été le témoin, ça a été un véritable choc dans la magistrature,
Ça a été un choc, je pense, chez vos confrères et consoeurs de l'Assemblée nationale qui sont sincères dans le motif de construire une loi qui soit efficace. Puis ça a été un choc, voilà, chez les policiers, etc. C'est quelque chose qui a des conséquences, je pense, fantastiques, négativement fantastiques. Il n'y aura pas réellement de répression de la fraude fiscale s'il n'y a pas la possibilité pour la justice d'agir. La seule chose que craint le fraudeur, c'est pas la rectification fiscale, d'autant qu'elle se négocie, vous le savez bien, à très très bas taux. Je pense qu'on est même parfois, on est à peu près à l'ordre du taux de l'amende du BS France, c'est-à-dire le pourcent. On est à des taux qui sont ridiculement bas, qui sont bien plus bas que le taux de l'impôt, tout simplement, quand il y a rectification, souvent. Et il n'y a surtout aucune opprobre d'aucune sorte. Ce que craint le fraudeur, c'est bien plus le juge d'instruction, c'est la condamnation au tribunal, quand bien même, d'ailleurs, cette condamnation n'est pas forcément mortelle. Mais voilà, on redevient citoyen, on est exposé au regard des autres citoyens. Je crois que le fait que la justice n'ait aucun mot à dire sur la fraude fiscale en tant que délit est quelque chose de totalement aberrant. Il y a un deuxième gros verrou, qui est d'ailleurs peut-être un peu lié quelque part, parce que ça concerne la police judiciaire, et ça concerne les juges d'instruction, et ça concerne les procureurs. Comment se fait-il qu'une police, et pas seulement une police, comment se fait-il que le renseignement qui sait tout, je peux vous le dire, sait tout très tôt, très en amont, y compris le renseignement militaire, qui s'intéresse énormément et à juste titre à tous les aspects financiers et y compris aux aspects de fraude, enfin en tout cas de dissimulation des avoirs financiers. Comment se fait-il que des fonctionnaires qui ont connaissance très en amont des fraudes ne se soumettent jamais à l'article 40 du Code pénal, de procédure pénale, ne signalent jamais à un procureur des faits délictueux qui n'ont rien à voir avec ce qui peut être et doit être couvert par le secret de défense. Voilà, ils le dénoncent eux-mêmes. J'ai pris le risque d'être en relation avec des officiers du renseignement intérieur qui me l'ont dit, me l'ont affirmé, considèrent que ça n'est pas normal, que c'est un scandale, qui ont même fait un document écrit en la matière sur ce sujet concernant UBS précisément, qui avait été transmis à l'Assemblée nationale. Ils sont là catégoriques, et j'ai vu que d'autres experts le disent, des experts du métier, des commissaires de police, des gens qui ont couvert des affaires d'État très très importantes, et qui disent il n'y a aucune justification, pas même celle qui est la plus importante, celle du renseignement, pour que nous réservions sous le sceau du secret défense des informations que nous récoltons sur des fraudes, notamment fiscales, dont nous sommes les premiers connaisseurs, dont nous sommes les premiers témoins, et qui nécessiteraient un travail judiciaire. Donc là, il y a aussi une sorte de verrou sur comment le renseignement se soustrait à l'article 40 du Code de procédure pénale. Il y a un troisième dans la question des amendements. Il y a quelque chose qui est porté par les douaniers, les policiers, et qui me semble assez légitime, même si certains y ont vu une atteinte potentielle à la liberté de faire circuler la caisse quand on est commerçant. Voilà. Tous disent, quand 10 000 € de liquide circulent, il y a besoin, pour les services judiciaires, de simplement pouvoir demander quelle est l'origine de ces fonds en liquide, passer les sommes de 10 000 €. Alors on leur a répondu, c'était à l'Assemblée nationale, que 10 000 €, c'était la caisse de l'épicerie. Et que exposer l'épicière qui porte ces 10 000 € à la banque à un éventuel contrôle pour qu'elle puisse répondre à la question mais d'où vous viennent ces 10 000 € et qu'elle ait à perdre du temps à dire j'ai vendu des carambars, des carottes et des choux. Voilà, je pense que ça n'est pas sérieux. Je prends très au sérieux l'expérience de policiers et de douaniers parfaitement républicains, parfaitement respectueux des libertés publiques et qui disent pour nous
ça serait un outil extraordinaire de lutte contre la fraude fiscale, notamment internationale, de pouvoir demander quelle est l'origine de fonds en liquide à partir d'une certaine somme. C'est valable sur l'or, vous le savez. La circulation de l'or est soustraite totalement, quelle que soit sa quantité, son montant, à des perquisitions, à des interrogations judiciaires. Il y a quelque chose là qui est aberrant. Donc il y a là des amendements qui sont portés et qui l'étaient dans le cadre déjà du travail fait à l'Assemblée nationale, qui me semblent mériter une certaine attention de la part des parlementaires en général. Et puis pour finir, les lanceurs d'alerte, je crois que le dispositif là qui a été proposé est bon. Il est satisfaisant au regard des experts que je connais et des lanceurs d'alerte, puisqu'ils vont enfin avoir ce statut, qui était tout simplement mes sources, qui ont pris tous les risques. Je dirais juste une petite chose. Il faut bien entendu l'équilibre, qui fait qu'il n'y a pas de dénonciation gratuite. Et je crois que là, en la matière, ce n'est pas difficile de trouver les bonnes dispositions. Je dirais que dans certains cas, quand des lanceurs d'alerte le font totalement gratuitement, et pour des motifs qui sont des motifs moraux, voire des motifs civiques, parce que j'ai beaucoup rencontré ça, il y aurait, et ce n'est pas forcément pécuniaire, il serait peut-être pas mal de prévoir une reconnaissance de la République. Ils y sont tous très sensibles. Je peux vous dire que l'Ordre national du mérite, j'en ai entendu parler à titre fantasmatique pour ces malheureux lanceurs d'alerte. Mais eux, quand ils font ce qu'ils font, à leurs risques et périls, et ils sont parfois considérables, eh bien, notre drapeau, le blanc-rouge, notre devise républicaine, la médaille de guerre du grand-père ou de la grand-mère, des souvenirs de ce qu'ils ont appris à l'école en instruction civique, ça n'est pas de la blague. Ça, je peux vous le dire, j'en ai été très impressionné, et que ce soit dans les sources du secteur privé, et que ce soit dans les sources, évidemment, du secteur public, les fonctionnaires. Donc il y a ça. Dernier point, il y a les repentis, la question des repentis, qui est une question difficile. D'autres pays que le nôtre ont une pratique, alors sur des affaires certes criminelles, mais les experts en matière de très grande fraude fiscale vous expliqueront que ça a souvent lien avec les affaires criminelles. Quid de celui ou de celle qui a fauté parce que c'était le système, parce que c'était une autre époque. Les années 2000, ce n'est pas les années 2010. En enjeu, y compris en enjeu pour la société. Et je sais qu'il y a un certain nombre de banquiers qui ont fait ces choses-là et qui aujourd'hui sont déterminés à dire la vérité. Bon, vous en avez auditionné un. Je ne sais pas à quel degré, ça ne sera pas à moi de le dire, et il a participé au système. Mais il prend des risques. Il y en a un autre, et c'est passé très inaperçu, c'était dommage, le journal Le Temps, ma consoeur correspondante du Temps ici à Paris, Catherine Dubouloz, a publié les confessions, c'est le titre de son article, d'un banquier suisse en Suisse, qui raconte dans le détail comment il opérait sur le territoire français la récolte de l'évasion fiscale. C'est un témoignage qui, à mon avis, est aussi extraordinaire que celui de Pierre Condamin-Gerbier, mais aux risques et périls. Alors là, c'est un Suisse, aux risques et périls de cette personne. Mais nous avons en France, et je le sais, je suis bien placé pour le savoir, des potentialités d'aveu ou de confession de gens qui n'ont pas fait si plus grave que d'exécuter des ordres et qui, dans des conditions d'un dispositif repenti, apporteraient beaucoup à la justice. Alors je soumets ça à votre réflexion. C'est la fin de cette édition de Sénat 360. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Public Sénat.